Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, à cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Je propose dès à présent d'essayer de construire cette culture en commun, en proposant une initiative européenne d'intervention visant à développer cette culture stratégique partagée. Je propose ainsi à nos partenaires d'accueillir dans nos armées nationales, et j'ouvre cette initiative dans les armées françaises, des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer. L'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Commune pour agir. Alors, 1918 et après, compte tenu de la conjoncture, de la ressemblance de la présente conjoncture avec l'entre-deux-guerres, avec les suites de 1918, compte tenu aussi de toutes les sornettes qu'on peut entendre ces temps-ci sur la Première Guerre mondiale, vous savez que ça dure depuis des années d'ailleurs, puisqu'on commémore beaucoup, j'ai préparé une conférence sur le thème d'une guerre générale à l'autre, parce que elle met l'accent sur des éléments qui frappent par leur similitude avec la situation actuelle et par conséquent qui sont de bon augure pour une discussion. Alors, ça sera séparé en trois parties, en mettant l'accent sur les relations internationales, ou disons, parce que ça c'est le terme habituel, sur les relations interimpérialistes, puisque, vous le savez, et je vais commencer par là, la Première Guerre mondiale, ou la fin de la Première Guerre mondiale, accentue encore les traits de guerre impérialiste, ce qui nous a été caché de manière systématique d'ailleurs, depuis les commémorations. Vous savez qu'on a beaucoup pleuré sur les soldats, on pleure toujours sur les soldats, pas sur les présents, mais enfin sur les anciens. Et on a beaucoup donné dans la compassion, la mémoire, etc. Moi, je vais d'abord expliquer ce que sont les grands traits de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire d'une guerre impérialiste. Alors, il a été dans une discussion à la librairie insisté sur la qualité, je l'ai dit hier d'ailleurs dans une conférence, de l'ouvrage de synthèse de Jacques Pauwels qui s'appelle 1914-1918, la Grande Guerre des classes. Évidemment, il y aura dans ma conférence une référence à la Grande Guerre des classes, mais elle sera presque secondaire par rapport à cette question des relations interimpérialistes, parce que finalement on va pouvoir éclairer des aspects d'aujourd'hui qu'on pense nouveaux et qui ne le sont malheureusement, enfin qui ne le sont pas. Alors d'abord, il faut rappeler que se termine en 1918 la première guerre générale et impérialiste, la première guerre générale qui correspond à la clôture non définitive d'ailleurs, de la première crise capitaliste pure, c'est-à-dire d'une crise qui n'est qu'une crise capitaliste, qui n'est pas comme la crise du milieu du 19e siècle, une crise encore agricole de type ancien, une vraie de vraie, et qui succède à une situation de guerre permanente pour les colonies et de statut assimilé d'ailleurs, la course à l'asile, à partir des années 1880, la course à l'Afrique, hein, ce qu'on a appelé le Scramble for Africa, et que se sont disputées toutes les puissances impérialistes, évidemment, et qu'un appétit particulier les plus importants, sachant qu'il ne faut pas se contenter de l'Asie et de l'Afrique, des continents de statut colonial à proprement parler, mais on sait que les pays, des pays considérables, mais qui ne sont pas officiellement des colonies, sont de fait des colonies. Pensez par exemple à l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman qui est un élément essentiel du conflit, et je le dis pas seulement pour le conflit, mais évidemment pour sa fin,
puisque, vous le savez, ou on ne nous le rappelle pas assez, la Première Guerre mondiale est une guerre aussi pour toutes les ressources, mais c'est une guerre pour le pétrole, comme la Deuxième Guerre mondiale est une guerre sur le pétrole. Et d'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion dans la discussion d'aborder des aspects de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas incluse là, qui relèvent aussi de l'analyse des contradictions interimpérialistes, alors que un certain nombre d'enjeux de la Deuxième Guerre mondiale ont fait oublier ça. Et je signale à cet égard, alors on me dirait évidemment, je commence mal pour la promotion de la lecture en France, on a, il faut le savoir, des études très approfondies là-dessus, en particulier d'un historien auquel je rends volontiers hommage, qui s'appelle Dieter Reichholz, qui est le grand historien. Les Occidentaux, les Wessis, les Allemands de l'Ouest le reconnaissaient volontiers, qui est le grand historien de l'économie de guerre allemande, de l'économie de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est aussi un historien de la Première Guerre mondiale, et qui a fait 2 ouvrages, bon, ils n'ont pas été traduits, l'un qui s'appelle le Bagdad Ban, la Mésopotamie et la politique pétrolière allemande jusqu'en 1918, et qui montre à quel point se battre pour l'Empire ottoman qu'on avait déjà en partie dépecé a été un enjeu impérialiste vital. Et puis cet extraordinaire 2e livre qui lui n'a été traduit qu'en anglais, qu'il faudrait traduire par La guerre pour le pétrole, la recherche nazie d'un empire pétrolier qui n'est pas seulement nazi d'ailleurs, il faut bien le dire, qui est quand même allemand et pas seulement nazi. Et c'est bien sûr une dimension énorme, non seulement de la guerre, mais de l'après-guerre, puisque vous savez que le dépeçage pétrolier de l'Empire ottoman constitue, et nous sommes en plein dedans, un élément des rivalités interimpérialistes qui n'a jamais cessé depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours inclus. Alors évidemment, je dois commencer à 1918, je ne vais pas trop m'attarder sur la guerre, mais je tirerai 2 données essentielles de cette grande guerre impérialiste, dont je sais bien qu'à chaque fois que je viens, je parle de la brochure de Lénine, on doit se demander si je nie que ça, mais quand même, ça s'impose, puisque l'impérialisme au stade suprême du capitalisme donne, à mon avis, un des meilleurs tableaux courts et très documentés de ce que ça a été et de ce... C'était 1916, mais laissant prévoir ce sur quoi ça allait déboucher. Ce tableau nous montre clairement qu'au seuil du XXe siècle, le partage du monde était terminé. Depuis 1876, les possessions coloniales se sont étendues dans des proportions gigantesques. Elles sont passées de 40 à 65 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'elles sont devenues 1,5 fois plus importantes pour les 6 plus grandes puissances. L'augmentation est de 25 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'elle dépasse de moitié la superficie des métropoles. 3 puissances n'avaient en 1876 aucune colonie et une 4e, la France, n'en possédait presque pas. Vers 1914, ces 4 puissances ont acquis 14,1 millions de kilomètres carrés de colonies, soit une superficie près d'1,5 fois plus grande que celle de l'Europe, avec une population d'environ 100 millions d'habitants. La politique coloniale et l'impérialisme existaient déjà avant la phase contemporaine du capitalisme, et même avant le capitalisme. Rome, fondée sur l'esclavage, faisait une politique coloniale et pratiquait l'impérialisme. Mais les raisonnements d'ordre général sur l'impérialisme, qui négligent ou relèguent à l'arrière-plan la différence essentielle des formations économiques et sociales, dégénèrent infailliblement en banalités creuses ou en rodomontades, comme la comparaison entre la Grande Rome et la Grande-Bretagne. Même la politique coloniale du capitalisme, dans les phases antérieures de celui-ci, se distingue foncièrement de la politique coloniale du capital financier. Ce qui caractérise notamment le capitalisme actuel, c'est la domination des groupements monopolistes constitués par les plus gros entrepreneurs. Ces monopoles sont surtout solides lorsqu'ils accaparent dans leurs seules mains toutes les sources de matière brute, et nous avons vu avec quelle ardeur les groupements capitalistes internationaux tendent leurs efforts pour arracher à l'adversaire toute possibilité de concurrence, pour accaparer par exemple les gisements de fer ou de pétrole, etc.
seule la possession des colonies donne au monopole de complètes garanties de succès contre tous les aléas de la lutte avec ses rivaux, même au cas où ces derniers s'aviseraient de se défendre par une loi établissant le monopole d'État. Plus le capitalisme est développé, plus le manque de matières premières se fait sentir, plus la concurrence et la recherche des sources de matières premières dans le monde entier sont acharnées et plus est brutale la lutte pour la possession des colonies. La superstructure extra-économique qui s'érige sur les bases du capital financier ainsi que la politique et l'idéologie de ce dernier renforcent la tendance aux conquêtes coloniales. Le capital financier veut non pas la liberté mais la domination, dit fort justement Hilferding. Et un auteur bourgeois français développant et complétant en quelque sorte les idées de Cecil Rhodes, desquelles il a été question plus haut, écrit qu'il convient d'ajouter aux causes économiques de la politique coloniale d'aujourd'hui des causes sociales. Les difficultés croissantes de la vie qui pèsent non seulement sur les multitudes ouvrières, mais aussi sur les classes moyennes, font s'accumuler dans tous les pays de vieille civilisation des impatiences, des rancunes, des haines menaçantes pour la paix publique, des énergies détournées de leur milieu social et qu'il importe de capter pour les employer dehors à quelque grande œuvre si l'on ne veut pas qu'elles fassent explosion au-dedans. Pour en finir avec la question du partage du monde, il nous faut encore noter ceci. La littérature américaine, au lendemain de la guerre hispano-américaine, et la littérature anglaise après la guerre anglo-bourre, n'ont pas été seules à poser très nettement et ouvertement la question du partage du monde jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et la littérature allemande, qui a le plus jalousement observé de près l'impérialisme britannique, n'a pas été seule non plus à porter sur ce fait un jugement systématique. Dans la littérature bourgeoise française également, la question est posée d'une façon suffisamment nette et large pour autant que cela puisse se faire d'un point de vue bourgeois. Référons-nous à l'historien Driot, qui, dans son livre « Problèmes politiques et sociaux de la fin du XIXe siècle », au chapitre sur les grandes puissances et le partage du monde, s'est exprimé en ces termes. Dans ces dernières années, sauf en Chine, toutes les places vacantes sur le globe ont été prises par les puissances de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Quelques conflits se sont produits et quelques déplacements d'influence, précurseurs de plus redoutables et prochains bouleversements. Car il faut se hâter, les nations qui ne sont pas pourvues risquent de ne l'être jamais et de ne pas prendre part à la gigantesque exploitation du globe, qui sera l'un des faits essentiels du siècle prochain, le XXe. C'est pourquoi toute l'Europe et l'Amérique furent agitées récemment de la fièvre de l'expansion coloniale, de l'impérialisme, qui est le caractère le plus remarquable de la fin du XIXe siècle. Et l'auteur ajoutait « Dans ce partage du monde, dans cette course ardente au trésor et au grand marché de la terre, l'importance relative des empires fondés en ce siècle, le XIXe, n'est absolument pas en proportion avec la place qu'occupent en Europe les nations qui les ont fondés. Les puissances prépondérantes en Europe qui président à ces destinées ne sont pas également prépondérantes dans le monde. Et comme la grandeur coloniale, promesse de richesse non évaluée, se répercutera évidemment sur l'importance relative des États européens, la question coloniale, l'impérialisme si l'on veut, modifiera de plus en plus les conditions politiques de l'Europe elle-même. D'abord, la confirmation des États-Unis comme pays impérialiste dominant, à la puissance écrasante et aux ambitions mondiales. On n'insistera jamais assez là-dessus, sur ce qu'est un pays impérialiste dominant, c'est-à-dire pas un pays qui veut partager avec ses petits camarades, un pays qui veut tout. Et souvent, comme on connaît mal l'histoire des États-Unis, et en particulier d'ailleurs l'histoire des relations internationales, ou aussi l'histoire des relations internationales, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que l'histoire des relations entre Europe et États-Unis a commencé en 1945, c'est entièrement faux, puisque cette Première Guerre mondiale promeut les États-Unis au rang de puissance qui maîtrise en partie l'Europe. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette guerre impérialiste, qui n'a pas été déclenchée, moi je trouve, comme le dit Pauwels, pour éviter la révolution qui ne présentait pas de risque particulier en 1914, pensez à notre mouvement ouvrier. Alors là, nous avons des éléments de comparaison, parce que finalement, nous sommes dans une situation qui est très proche de celle de 1914, pour l'Europe développée. C'est le fait que le système socio-économique a été atteint, et combien atteint,
par la révolution d'octobre, ce qui a, je dirais, provoqué une véritable obsession. On verra quelquefois, elle a un aspect très tactique d'ailleurs, parce que le bolchevique, c'est bien, ça sert à tout. Depuis 1917, c'est comme le partageux qui devait couper les vaches en deux en 1848. Et donc, la Russie, la question russe et puis soviétique devient un élément essentiel, non seulement des histoires intérieures, mais aussi de l'histoire des relations internationales, avec ce caractère tactique extrêmement intéressant qui est qu'on invoque le péril rouge à très mauvais escient, le plus souvent, et c'est une caractéristique très importante de l'apaisement, c'est-à-dire de l'apaisement dans les relations interimpérialistes qui a caractérisé les années 1930, mais qui avait commencé bien avant. Alors, cette guerre, elle débouche sur ce qu'on a appelé, on peut accepter tout à fait l'expression, la paix des vainqueurs. Une paix, en effet, une paix impérialiste, hein, voilà, et pas une paix compassionnelle sur les pauvres, sur la boucherie généralisée, que décrit très bien Pauwels. Et elle institue un rôle des États-Unis sur lequel il est important qu'on s'attarde parce que on nous raconte là-dessus tellement de sottises, en particulier depuis une récente élection présidentielle qui semble avoir tout créé de l'histoire des États-Unis ou de la réalité des États-Unis, que ça vaut le coup de faire les comparaisons. Alors, en apparence, cette paix des vainqueurs, c'est la victoire d'un bloc européen, du bloc de l'entente sur les empires centraux, et puis ça débouche aussi sur l'effacement provisoire de la Russie, puisque vous verrez d'ailleurs que cet effacement provisoire de la Russie ressemble furieusement à l'effacement tout à fait contemporain, et puis à ce rôle déterminant des États-Unis dans la réalité européenne, avec tout un laïus. Je dois dire, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je crois que ça correspond à l'article d'écrit paru sur les crises aujourd'hui d'un excellent collègue qui est spécialiste des crimes de guerre allemands, qui s'appelle Christopher Browning, et qui insiste beaucoup sur l'isolationnisme, etc. Alors on essaiera de tordre le cou à l'isolationnisme, et il faut dire que les archives nous rendent la chose facile. Alors les États-Unis qui ont joué, on le sait, un rôle énorme dans l'entente, non pas un rôle militaire, il est quasi nul. Mais, et on évoquera les composantes de la stratégie périphérique. Je rappelle quand même pour mémoire que les États-Unis, n'ayant jamais subi de dommages d'envahisseurs sur son propre territoire, ils se sont contentés d'envahir celui des autres, non pas ayant une armée qui sert essentiellement à réduire la classe ouvrière ou les populations conquises, sans avoir besoin d'armées énormes, non pas d'armée permanente, et non pas l'histoire des États-Unis, mais ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir des éléments majeurs d'intervention. Et, il faut le savoir, le premier triomphe de ce qu'on appelle la stratégie périphérique, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, je n'ai pas d'armée, j'ai des moyens économiques et financiers gigantesques, et j'arrive au moment où ça se décide sur le plan militaire. Il faut le dire, parce que vous savez que ces derniers temps, on a quand même eu la rengaine sur, finalement, le résultat de 1918, c'est les armées américaines qui étaient arrivées en 1918 et qui avaient tout sauvé. C'est naturellement grotesque, puisque l'Allemagne était en difficulté sur le front occidental, pas sur l'oriental. C'est la grande différence avec la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris une partie tout de même considérable sur le front oriental. Là, sur le front occidental, les choses étaient pratiquement réglées depuis 1917, et en mars 1918, l'Allemagne était considérée comme vaincue. Mais les États-Unis ont pesé, bien entendu, parce qu'ils ont été les grands prêteurs de l'entente, et que d'ailleurs leur entrée dans la guerre a été une sorte de consolidation de la dette ou de la créance, hein, puisque ça a été présenté comme ça par les archives. On a des archives évidemment très riches. Je signale l'apport inestimable
des archives du Quai d'Orsay, et il faut vous dire à quel point, il y a un siècle, nos ambassadeurs, si réactionnaires, si obsédés qu'ils fussent très vite évidemment par la révolution bolchevique, avaient compris les vrais enjeux de la guerre. Je cite notre ambassadeur jusqu'en 1923, Jusserand, qui a passé son temps depuis 1917 à dire « Oh là là, nous empruntons sans compter et ça va nous coûter très cher ». Parce que plus nous demandons à Wilson son concours, président des États-Unis, comme vous le savez, et nous n'y allons pas à demi, je le cite, hein, plus nous le rendons maître de la situation, maître de l'heure, et faisons de lui l'arbitre du monde. Alors je le dis parce que on ne sait pas assez, hein, Doyen le rappellera très bien en juillet 1941, que le vrai vainqueur, le seul vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, ce sont les États-Unis. Et donc, apparente victoire du camp de l'entente européenne, et notamment de la France et de l'Angleterre, la fin de la guerre consacre leur affaiblissement, notamment avec une conférence de la paix, alors sur laquelle on nous a raconté tout, et pas son contraire, mais tout, en particulier que Wilson, le brave garçon, l'idéaliste, était venu, avait pensé arranger les affaires du monde, et puis finalement il n'avait pas été compris, ça c'est à cause du fameux isolationnisme, et puis voilà, il avait dû renoncer à cette gestion démocratique et au service de la liberté qu'il espérait, avec cette société des nations qui eût préservé l'harmonie de l'ensemble des nations et évité la guerre. J'ai l'air d'exagérer, mais malheureusement, là encore, je n'exagère pas. Finalement, dès la conférence de la paix, qui s'ouvre à Paris en janvier 1919, les choses sont très claires, malgré les transformations qui semblent bénéficier essentiellement à la France. Alors je n'entre pas évidemment dans le détail des traités que vous trouverez, enfin je ne sais pas d'ailleurs si dans les manuels du secondaire c'est devenu si facile de les trouver, parce que vous savez que les choses factuelles et la chronologie ne font plus partie de la base de l'enseignement de l'histoire, mais quoi qu'il en soit, cette Europe des traités qui semble instituer une France impérialiste dominante, qui a des alliés, en particulier des alliés en Europe orientale, ça c'est une chose qu'on ignore beaucoup, mais enfin l'Europe orientale a été en partie, comptons 4 pays, ce qu'on appelle les États successeurs et la Pologne, cette Europe orientale a été la serve, au sens propre du terme, de l'impérialisme français. Hein. L'impérialisme français, dans la Yougoslavie constituée de la Serbie grossie, dans la Roumanie également augmentée, et dans l'État chéri, celui créé absolument de toutes pièces des dépouilles de l'Empire austro-hongrois, la Tchécoslovaquie, et puis la Pologne. Donc il faut tout de même se souvenir que le dirigeant, Pilsudski, ancien socialiste, avait attendu de passer du côté français le mois de juillet 1918. Mais théoriquement, nous avions là un remarquable allié qui nous aiderait beaucoup contre une éventuelle guerre de revanche du Reich. Donc, une France apparemment très grossie, qui va tirer le maximum de ses prises impérialistes, et puis alors, je vais y revenir, et puis la Russie, écartée du jeu. Alors d'abord, on ne nous l'a pas dit, bien qu'on ait l'année dernière qu'on se soit beaucoup lamenté sur le sort de cette pauvre Russie qui avait connu une révolution démocratique, mais qui malheureusement avait été anéantie en octobre 1918. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, un débat, avec d'ailleurs la dame qui m'a succédé à Paris 7, un débat sur la révolution russe sur Mediapart.
ça doit être l'année dernière. Regardez ça, ça doit figurer encore. Et on y a beaucoup pleuré sur cette malheureuse Russie qui avait connu une petite expérience démocratique, mais qui s'est vite interrompue. Il n'y a personne qui a osé... Personne n'a pensé, si un pauvre malheureux, quand même à la 56e minute sur 60, qui a fait observer que la démocratie riante n'avait peut-être pas été favorisée par le fait que 14 pays impérialistes, tous les plus gros d'ailleurs, hein, y compris les États-Unis, avaient occupé, ou tenté d'occuper, enfin largement occupé, le territoire de la jeune Russie soviétique, et qu'une guerre dans ces conditions, notons d'ailleurs que la guerre en question a plus que multiplié par 2, nettement plus, les pertes russes, puisqu'on est passé grosso modo de 1914 à 1920 à quelque chose comme 10 millions de morts. Hein. Bon, vous me direz que la Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup mieux. De 1918 à 1922, 14 puissances, USA, Royaume-Uni, France, Japon, Pologne, etc., plus l'Allemagne, poursuivirent leur effort de guerre et tentèrent d'envahir la Russie devenue soviétique. Les déjà coalisés, préfigurant ceux qui sévissent encore, engagèrent la première guerre impérialiste contre les soviets. Inaugurant les sanctions économiques encore en vogue aujourd'hui, décrétant un blocus économique et sanitaire international qui provoqua la mort de millions de civils et la famine de 1921. Кайзеровские войска захватили ряд областей юга и запада. Интервенты грабили нашу страну, обрекая народ на голод. L'historiographie bourgeoise qui restitue cette guerre internationale comme guerre civile justifierait sans doute comme ingérence humanitaire cette mondialisation précoce de la politique de la canonnière. На советский берег сошло 70 тысяч японских солдат, готовых расширить границы Японии до Иркутска. En vérité, après la révolution de 1917, il y avait le feu au château de la bourgeoisie internationale. Et celle-ci dut improviser en urgence une doctrine commune, comme dirait Macron. Они готовили удар на Петроград и Москву. Владивосток. Вслед за японцами сюда прибыло 9 тысяч американских солдат. Alors, on lui fait ça jusqu'en 1920, comme on le sait. Les États-Unis ne sont pas les derniers. Il y a une très bonne étude américaine qui montre comment la guerre clandestine a été, enfin, pas officielle. D'ailleurs, elle n'a été officielle nulle part, parce que la Russie a été attaquée par des pays qui, ça vous rappellera d'ailleurs des situations tout à fait contemporaines, a été attaquée par des pays qui ne lui ont jamais déclaré la guerre. Hein. Personne n'a déclaré la guerre à la Russie de janvier 1918 à 1920, quand il a fallu remballer tous ces bonnes gens, mais que tout de même, le temps n'avait pas été perdu, puisque à défaut de l'emporter définitivement et surtout de dégommer les soviets, des acquis importants avaient été remportés. Alors des acquis importants,
parmi lesquels d'ailleurs une très forte réduction du territoire russe, ça vous rappellera des choses récentes, hein, je rappelle quand même pour mémoire, c'est-à-dire la Finlande, j'entre pas dans les détails, hein, si vous me les demandez après je les donnerai, mais rappelons-nous la Finlande, n'est-ce pas, qui est passée à une indépendance très germanique, comme la suite l'a montré, les États baltes, tout, n'est-ce pas, qui, comme vous le savez, font partie aujourd'hui des plus grands, j'allais dire bout en train, va-t-en-guerre d'une Europe orientale qui n'en est pas avare. Ce que, à l'époque où on s'acharnait sur le territoire russe, on pensait attribuer à une Russie compréhensive, qui en particulier d'ailleurs finirait de donner toutes ces ressources pétrolières déjà bien partagées par les pays impérialistes avant la guerre, hein, parce que je rappelle quand même que parmi les domaines qui étaient affectés aux capitaux étrangers, c'est-à-dire tous, pour ce qui est de l'économie moderne, la Russie avait dû céder, bien entendu, ses champs pétroliers de Bakou et de Grozny, mais comme on espérait faire mieux encore, notamment les Anglais, qui avaient le premier rôle dans cette guerre pétrolière, on avait prévu pour une Russie compréhensive et laissant dépecer mieux encore son territoire, on avait prévu une attribution de territoire qui s'appelle la Galicie orientale. Alors, surtout, ne la négligez pas, hein, c'est quand même l'Ukraine occidentale, hein, c'est la nôtre, là. Et cette Galicie orientale, qui devait être attribuée à une Russie réactionnaire et généreuse, eh bien, elle n'a pas été attribuée à la Russie parce que les bolcheviks sont restés là et il était bien entendu mieux de l'attribuer, enfin officiellement de l'attribuer à la Pologne, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Alors, c'est dire d'ailleurs quel a été le rôle de la France dans le dépeçage de la Russie, j'y reviendrai. Il faut noter cependant que tout ça, malgré cette très forte restriction de territoire, hein, tout ça n'a pas préludé à la liquidation des soviets prévue tous les jours. Et donc en 1919, 1920, ça s'est fait à partir de 1920, il a fallu renoncer à dégommer directement les soviets, de telle sorte que on a enserré ces fameux soviets derrière ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Ce cordon sanitaire, regardez la configuration d'aujourd'hui, qui ressemble comme un frère à la conformation actuelle. Cordon sanitaire, évidemment, toujours expliqué par la nécessité de mener la guerre contre ce régime si abominable, si terrible. Menaçant, dit Macron aujourd'hui. Oui, si menaçant. La Russie qui nous menace. Oui. Et puis qui avait tellement écrasé ces populations que le divorce y était libre et même l'avortement en 1918. Mais bon, on avait donc décidé de faire cela en invoquant les présupposés, enfin les priorités idéologiques, alors que, il faut tout de même le rappeler, et je vais en profiter pour dire deux mots de l'Ukraine, alors que l'enjeu était et demeure un enjeu territorial et de ressources. Un enjeu territorial et de ressources, qui avait déjà été bien avancé par la réduction des frontières, la réduction drastique des frontières de la Russie, et qui avait tout de même été bien avancé en Ukraine, pas seulement par l'attribution de la Galicie orientale à la Pologne, mais aussi par le fricotage impérialiste permanent qui s'est opéré en Ukraine de 1918, époque où la Rada compréhensive à l'égard des intérêts impérialistes étrangers avait signé l'indépendance de l'Ukraine,
et même au-delà, c'est-à-dire même quand l'Ukraine a rallié les bolcheviks. C'est-à-dire que la question ukrainienne est une question fondamentale de l'entre-deux-guerres, qui semble ne mettre presque en branle que le Reich, qui s'est fait, comme dans les pays baltes en Ukraine, une base énorme, mais il n'y a pas que l'Allemagne qui soit dans l'affaire, et je vous signale d'ailleurs à cet égard à quel point les États-Unis ont été impliqués, et notamment par le biais, aidé par le Vatican, qui aidait en fait surtout l'Allemagne, de campagnes contre la famine et de bonnes pratiques charitables, derrière lesquelles se masquait évidemment l'enjeu du grenier à blé, l'enjeu du grenier à presque tout, c'est-à-dire les minerais, le charbon, toujours intéressant, et qui explique que dès les années 1930, il y a de très bons analystes qui sont capables de faire l'analyse que la question ukrainienne, c'est une question absolument centrale et que les pays impérialistes se déchireront pour cet enjeu, et pas seulement les Allemands, les Américains, sans parler des déceptions des autres, que ce soit la France ou l'Angleterre, qui attend, mais la France notamment, et on retrouve dans ces enjeux, alors je voulais donner un élément bibliographique en français, j'ai montré dans un ouvrage qui s'appelle « Le Vatican, l'Europe et le Reich » comment, à partir de la fin de la guerre, les uns et les autres ont pignoché, et plus que pignoché, dans une Ukraine sur laquelle ils comptaient, et ont continué à compter, et comptent encore. Par conséquent, on a là des éléments entre le sort de l'Empire ottoman et le sort de la Russie, qui, il faut le dire, sont d'une singulière modernité. De même que, puisqu'il faut quand même accorder un rôle important à ces États-Unis, et à leur rôle, une fois la guerre passée, et à leur rôle si décisif dans le continent européen, ça nous amène évidemment à analyser le fameux concept d'isolationnisme. Je reviens à mon Christopher Brown, que je n'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai quand même regardé les premières phrases. Qu'est-ce qu'on nous explique aujourd'hui? Que c'est bien ennuyeux, d'ailleurs le cœur européen est touchant depuis l'élection de Donald Trump. C'est horrible, les États-Unis ne s'intéresseraient plus à l'Europe, ils ne s'intéressent qu'à eux, tout ça est très triste, etc. Il n'y a jamais eu d'isolationnisme des États-Unis. Il faut simplement expliquer ce que c'est que l'isolationnisme. Y a-t-il eu d'une guerre à l'autre isolationnisme dans le rôle effectif des États-Unis sur le continent européen? Non. Qui a été le moteur des relations financières de l'Europe, du règlement financier ou du non-règlement financier de la Première Guerre mondiale? Les États-Unis à toutes les étapes. Il y a de très bons ouvrages, je pense en particulier à l'un d'entre eux, mais on me demandera si on veut, naturellement il est excellent, il n'est pas traduit. Bon, qui montre comment les choses se sont faites, et comment d'ailleurs elles n'ont pas attendu la phase 1924-1930 dit de règlement des réparations, qui est en fait une liquidation des réparations, c'est-à-dire le plan Dawes et le plan Young, comment ça s'est fait tout de suite, d'ailleurs même pas officiellement, parce que les États-Unis avaient cette caractéristique tout à fait propice au développement de la thèse de l'isolationnisme, de ne jamais être officiellement là. Il y avait tous leurs gens étaient là, toutes leurs personnes étaient là, mais eux, ils n'étaient pas là. Ils étaient là quand même. Et quelle était la question de l'après-guerre? Finalement, on le dit, les relations internationales devaient être gérées par le monde capitaliste sur la double question du paiement des dettes de l'entente, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, plus tout le reste, toute l'entente, enfin bon, c'était les deux gros morceaux,
Alors évidemment, les vainqueurs impérialistes européens voulaient profiter de leur victoire. Et ils trouvaient quand même que les réparations, c'était bien le minimum. Quand vous êtes vainqueur, quand même, vous dépecez un peu, enfin, vous tentez de dépecer l'adversaire, enfin, les populations de l'adversaire. Hein. Si vous étiez inquiet, le capital allemand, le grand capital allemand n'a jamais souffert, à aucun titre que ce soit, de ce dépouillement. Il l'a beaucoup dit, il a beaucoup pleuré, mais le tribut avec un T, mais il n'a rien payé. Non, ceux qui ont payé, c'est les populations allemandes d'une part, puis les populations des autres pays, donc les dettes de l'entente. Mais les dettes de l'entente, c'est vital pour les États-Unis, tout à fait vital, et par conséquent, ils ont passé l'entre-deux-guerres à avancer sur ce terrain, j'ai pas le temps de développer. Ah, mais pas les réparations. Pas du tout. Vous comprenez bien que c'était tout à fait contradictoire avec ces États-Unis isolationnistes qui étaient là tout de même. Ils étaient tellement là que, vous savez, tout ce que la crise impérialiste, la grande crise, la crise des années 1930 leur doit, et notamment ce qu'elle leur doit en Allemagne, puisque les États-Unis avaient besoin de l'Allemagne. Les États-Unis, en 1918, en 1945, ils ont la même ligne. C'est-à-dire, notre allié chéri, qui est quand même un adversaire qui parfois voudrait avoir les dents aussi longues que nous allons renégocier avec lui, mais sur les bases qui sont celles de notre victoire. Ce qui s'est passé en 1918, sachant que les États-Unis passent pour des protecteurs, comme après 1945, hein, pour des protecteurs absolus de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'ils la cajolent à tous égards. Et Wilson, naturellement, n'était pas du tout brimé par sa majorité républicaine. Wilson, comme les siens, trouvait très commode ce jeu de balancement entre ceux qui voulaient l'harmonie et ceux qui voulaient les règlements financiers, tout le monde étant en fait d'accord. Car il s'agissait de s'installer plus massivement en Allemagne qu'on ne l'était dans la période antérieure. Alors il faut quand même le savoir, les relations entre l'Allemagne et les États-Unis sont des relations qui sont antérieures à 1914. C'est-à-dire que c'est en Allemagne que le capital américain est le plus implanté dès avant 1914. Hein. Vous avez entendu parler de General Electric, il y a quand même des raisons pour qu'on en ait particulièrement entendu parler ces derniers temps chez nous. Bon, les liens par exemple entre l'AEG allemande et la General Electric américaine étaient des liens extrêmement importants, liens bancaires, liens industriels divers. Bon. Comment est-ce que les États-Unis s'implanteraient le mieux en Europe? Comment ils maîtriseraient l'Europe à partir de cette énorme base allemande qui était au surplus, je dirais, établie sur le même modèle qu'eux, c'est-à-dire pays impérialiste dont la croissance était pratiquement contemporaine de la phase impérialiste, où ils s'étaient installés, qui avaient la structure capitalistique la plus proche de la leur. Il y a les trusses d'un côté, il y a les concerns de l'autre. Bon, c'est pas que les concerns eussent voulu que les Américains missent leur nez partout comme ils le souhaitaient, mais enfin, on avait des liens. Donc il fallait que l'Allemagne fût préservée, et surtout préserver des rivaux, c'est-à-dire de la France et de l'Angleterre. Donc, pas de réparation. Alors on vous dit, mais si, oh, moi je dis souvent d'ailleurs, mais mes élèves, non pas mes élèves d'ailleurs, mais mes élèves du secondaire, ils comprenaient finalement mieux que mes étudiants. Il faut dire qu'on avait passé quelques années et que la formation des jeunes, des enfants était de pire en pire, et je crois que malgré tous mes efforts, je n'ai jamais réussi à convaincre mes étudiants que les réparations n'ont pas coûté cher au Reich. Je rappelle quand même une statistique absolument formelle, et qui est d'ailleurs reproduite dans l'ouvrage de Costil-Viola dont je ne vous ai pas parlé parce qu'il n'est pas traduit. L'Allemagne a payé en tout et pour tout 13% du montant fixé des réparations, finalement fixé entre 1921 et 1922,
fixation tardive qui est une sorte d'illustration des rivalités interimpérialistes, hein, parce qu'il y avait bien l'article 231 sur la responsabilité, tout ça, mais on avait quand même attendu 21 ou 22 pour arriver à une répartition dans laquelle la France était le grand vainqueur, hein, 52%. On a fait, j'allais dire, presque aussi bien que la Russie, qui de réparation n'a rien dû, mais on avait fait pas mal avec la France, puisque, je le répète, globalement, 13%. Alors vous me direz, mais comment est-ce que 13% ont pu faire des criailleries jusqu'à nos jours, sans compter évidemment ce tremplin extraordinaire pour Hitler, parce qu'il fallait que l'Allemagne fit expier le tribut qu'elle avait dû payer à la France et à d'autres, n'est-ce pas? Eh bien non, ça s'est fait comme ça, il faut le savoir. On paie des réparations quand on est occupé. Quand on n'est pas occupé, on ne paie pas de réparation. Ce qui explique d'ailleurs que la France ait toujours payé ses réparations. Il faut dire même d'ailleurs quand elle n'était pas totalement occupée, puisque la France a payé bien au-delà ce que fixait le traité de Francfort en 1871. Et comme vous le savez, alors la France, elle a payé tout ce qu'il fallait, puisqu'elle a quand même été très largement occupée, même totalement occupée, de 1940 à 1944. Donc, d'un côté, oui, les dettes interalliées, de l'autre, ce qui explique d'ailleurs que la Grande-Bretagne eût été transformée en quasi-laquais depuis le début des années 1920, ce qui n'est pas connu, enfin je le dis parce que ceux qui s'imaginent que ça date de, comment il s'appelait, le travailliste bien connu qu'un Britannique avait traité de laquais des États-Unis ou de caniche des États-Unis, là qui a donné des conférences. Pardon? Oui, c'est ça, Blair. My conversations with the Prime Minister was how could we do this peacefully? What could we do? And it's this meeting, you know, evidently that took place in London. Vous voyez, Blair, c'est récent, tandis que la réduction de la Grande-Bretagne au quasi-néant dans l'entre-deux-guerres, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas, d'autant plus d'ailleurs que mes collègues qui font des relations internationales et qui travaillent sur les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ont seriné à leurs étudiants, eux, que les États-Unis sont entrés en guerre en Europe pour porter secours à leurs alliés britanniques. Bien, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'isolationnisme alors? Ben, l'isolationnisme, c'est le triomphe de la stratégie périphérique. Je rentre dans une guerre quand je veux, je ne passe aucun accord parce que je n'ai pas envie de le passer. D'ailleurs, si je le passe, comme vous le savez, si je le passe, je ne l'applique pas, éventuellement. Mais là, c'était plus simple, c'est je ne passe rien. Et alors, ça a donné lieu à des développements remarquables. Je ne sais pas si vous connaissez les discours de Henry Cabot Lodge, un des milliardaires américains qui domine l'appareil d'État depuis qu'il existe, ma foi. Et surtout depuis la phase impérialiste, encore plus, parce que là, évidemment, c'est des représentants de très grands groupes, qui a passé son temps à faire des grands discours en 1919, 1920, contre la Société des Nations, en disant que l'ombre menaçante des soviets, c'était Trotsky à l'époque, parce qu'à l'époque Trotsky, comme vous le savez, était bolchevique, que l'ombre menaçante de Trotsky s'étendait sur l'Europe et que les États-Unis n'avaient pas à se fourrer dans un guêpier pareil. Bon, mais est-ce que ça voulait dire isolationnisme? Non, ça voulait dire on engagera la guerre prochaine exactement comme on a engagé la précédente. Alors, isolationnisme, ben, écoutez, je vais vous donner un exemple. C'est un des exemples les plus frappants de cette grande franchise qui est si rassurante, enfin qui est si plaisante pour les fouilleurs d'archives. C'est que quand en 1925 a été conclu le traité de Locarno, vous le savez, grand traité, nous explique-t-on, qui faisait entrer l'Europe
dans une situation aussi idyllique que l'Union européenne d'après la Deuxième Guerre mondiale. On y était presque arrivé, on allait y arriver, et qui réglait la question, tiens donc, des frontières occidentales, mais qui avait oublié de parler des frontières orientales, 1925. Un ambassadeur américain en Allemagne a dit, eh ben là, on sait où commencera la prochaine guerre. Elle commencera en Pologne, 1925. Ah ben vous me direz, c'est à cause d'Hitler et de la crise des années 30. Bah, à vrai dire, pas seulement. Et donc, non, il n'y a jamais eu de période idyllique dans laquelle on pouvait penser que les progrès de l'unité franco-allemande, de la réconciliation franco-allemande, allaient conduire à l'abolition des guerres. Non, parce qu'on nous a fait le coup depuis 1945, mais sachez quand même qu'on a fait le coup à nos ascendants et prédécesseurs pendant tout l'entre-deux-guerres. Heureusement, il y a les archives pour détromper, indépendamment évidemment du déploiement de 1939. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où les États-Unis dominaient l'ensemble de l'Europe, certes pas autant qu'ils auraient souhaité. C'est vrai qu'ils ont fait mieux après la Deuxième Guerre mondiale, il faut le reconnaître. Mais ils ont réglé le sort de la guerre et ils ont montré sur les développements à venir de la guerre, j'ai évoqué tout à l'heure Houghton, l'ambassadeur des États-Unis à Berlin, ils ont également eu beaucoup de compréhension pour la question des frontières de l'Ouest. Alors vous me direz, mais enfin, comment est-ce qu'un pays impérialiste qui voulait tout se montrait si aimable avec l'Allemagne, qui en voulait beaucoup aussi? Alors, ça s'explique en 1919-1920 par le fait que le fer de lance des investissements allemands en Europe orientale, c'est l'Allemagne. Par conséquent, qu'on s'arrange, que les premiers investissements d'ailleurs commencent en 1919-1920, quitte après à ce qu'on règle les comptes. Je vais juste vous donner un exemple de ce qui modère un peu les sottises sur Wilson, l'idéaliste qui voulait que tous les pays s'émassent voilà, ad vitam aeternam, et qui avait un projet de société des nations. Vous savez, ce mode de gestion par les vainqueurs ou par les apparents vainqueurs de la Première Guerre mondiale, du projet du professeur Nimbus de Princeton, c'est-à-dire Wilson, qui avait prévu un pacte de la Société des Nations. Vous allez voir comme c'est plaisant. L'article 10, en sa version américaine originale, la version originale a été un peu modifiée parce que à l'époque la France faisait mine, enfin, ou je ne sais pas si Clémenceau était vraiment sincère, mais vous savez quand même que la France disait qu'elle voulait éviter la revanche et par conséquent prendre des mesures de précaution. Donc l'article 10, eh ben, ça prévoyait, regardez comme c'est joli, des révisions territoriales éventuellement nécessaires à l'avenir. Ah bon? Donc vous comprenez bien ce que ça voulait dire. Hein? Ça voulait dire que les frontières allemandes, ma foi, par bon accord entre soi, ça pourrait s'arranger. Et puis il y avait un autre accord, 19, de l'article 19, il y a un autre article, l'article 19, qui prévoyait la révision de traités devenus inapplicables. Oh, comme c'est charmant. Alors là, ça s'est pas fait tout de suite parce que la France n'en voulait pas. Finalement, ça s'est fait quand même. Je vais évidemment aborder ce dernier aspect, c'est-à-dire comment on est arrivé vers l'autre guerre impérialiste, parce que dans cette période très dégoulinante de réconciliation des années 20, alors vous savez qu'il se traduisait par des choses assez loufoques, comme tel haut fonctionnaire c'est un Margerie, je crois, il y en a beaucoup des Margeries, hein, beaucoup dans la diplomatie notamment,
qui s'était fait retirer de tel comité franco-allemand de réconciliation, très à la mode dans les années 25-30, parce que il avait révélé publiquement, à je ne sais plus quelle occasion, que l'Allemagne se réarmait clandestinement. Oh, voilà une idée. Donc on l'avait retiré parce que ça ne convenait pas. Tout ceci déjà pour vous amorcer l'histoire des années 30 et la légende que l'apaisement aurait commencé en 1930 ou 1933. Non. C'est tout de même intéressant d'ailleurs parce que ça montre l'importance de prendre en compte ce qui est au cœur de l'analyse marxiste, j'allais dire de tout, et notamment des relations internationales, mais de tout, c'est-à-dire le caractère contradictoire des phénomènes. Or ça, la contradiction, le caractère contradictoire ou antagonique des phénomènes, c'est quelque chose, vous le savez, à quoi il nous est interdit de réfléchir, c'est même quelque chose qui nous est interdit de connaître d'emblée, alors que, bien entendu, ça explique largement pourquoi des ennemis sont amis et des amis sont ennemis, pourquoi les rivalités interimpérialistes ne sont pas surmontables par de la bonne volonté apparente. Alors ça, évidemment, ça nous amène à un troisième élément, c'est-à-dire le mode de cheminement vers la guerre impérialiste suivante, sous couvert de développement harmonieux qui avait symbolisé le pacte de Locarno. Pacte de Locarno, j'ai oublié de le dire quand même, qui marquait avec le plan Dawes la renonciation de la France à toute protection, à toute sécurité. C'est une question importante, parce que le pays impérialiste dominé qu'est la France a finalement, depuis 1924, consenti à ne jamais assurer la sécurité de ses frontières. C'est vrai avec le pacte, avec l'accord Dawes qui interdit à la France de jamais souhaiter prendre un gage territorial contre le non-paiement des réparations. C'est encore plus net avec le pacte de Locarno, où la France sacrifie ouvertement ses petits alliés orientaux, de telle sorte d'ailleurs que ça se dit bien sûr partout dans les chancelleries et que tout le monde comprend que la Tchécoslovaquie n'en a plus pour longtemps. Tout ceci pour dire que toutes les sottises qui ont circulé sur ce pauvre Daladier, qui n'avait rien compris, enfin qui avait juste compris que il avait signé quelque chose qui conduisait à la guerre, enfin que ce pauvre Daladier face aux accords de Munich, c'est quand même une vieille affaire qui ne trompait ni Daladier, ni ses petits camarades, ni le capital français, qui était le responsable de cet abandon. Alors, comment est-on parvenu dans cette période d'harmonie, qui n'aurait été brisée que par la crise des années 1930, comment est-on parvenu, d'une part, à la guerre impérialiste que chacun, il faut bien le dire, prévoyait en 1918, non pas parce que l'Allemagne avait été particulièrement maltraitée, mais parce que les rivalités interimpérialistes n'avaient pas été réglées, comme vous le savez, elles ne le sont pas actuellement non plus. Ça m'amène aussi à développer quelque chose d'important sur l'entre-deux-guerres, d'autant que là aussi ça donne lieu à des explications hautement fantaisistes, et à réfléchir d'ailleurs sur la manière dont fonctionne ce que j'appelle l'historiographie dominante, ou ce que mon collègue américain Soucy appelle les historiens du consensus, c'est-à-dire la progression du fascisme dans cet entre-deux-guerres qui semble évidemment une composante très importante de la marche vers la guerre. Alors, vous vous dites, et puis beaucoup des collègues de Sciences Po l'ont dit, finalement, le fascisme, c'est de la contre-révolution préventive.
Oh, ça s'est dit beaucoup. Mais alors, je ne vais pas résister au plaisir de rendre hommage à ma façon à quelqu'un qui a été un très grand historien, je trouve, mais que Sciences Po a empêché de déployer toutes ses possibilités. C'est Pierre Milza, qui, vous le savez, professeur à Sciences Po, a, depuis d'ailleurs qu'il est devenu professeur, a beaucoup rabattu de ses analyses d'un fascisme finalement très tôt arrivé, c'est-à-dire dès le début des années 1920. Hein. Le fascisme, c'est bon, son triomphe le plus connu de la période des années 20, c'est le triomphe italien. Et on peut se demander comment d'ailleurs cette stratégie du choc, cette stratégie tellement féroce à l'égard des salaires, était venue en 1920-22. Ah, ben me direz-vous, ça c'est Sciences Po qui l'a dit, Milza avec d'ailleurs, c'est parce qu'ils avaient peur de la Révolution. Alors comme ils avaient peur de la Révolution, il leur fallait être très sévères. Enfin, rappelons-nous quand même que le fascisme, c'est d'abord une question de baisse des salaires. Baisse des salaires qui ne réalisent pas forcément le consensus. Ah, me direz-vous, mais il y a des syndicats si compréhensifs, qui pratiquent ce qu'ils appellent le moindre mal, qui a triomphé en Allemagne, comme il triomphe, vous le savez, chez nous depuis quelques décennies. Mais il a été d'abord une réplique à la crise de reconversion de 1920-1921. On l'a oublié celle-là, mais elle a été quand même considérable, hein, de passage de l'économie de guerre à l'économie de paix, et qui a été la première stratégie, la première application de la stratégie du choc de l'après-première guerre mondiale. Ah, ben oui, mais nous a dit Milza à une étape de son cheminement, c'est de la contre-révolution préventive, voilà. Ils avaient eu peur et ils ont voulu éviter toute répétition de ces terreurs. Alors, c'est pas exactement ce qu'il avait dit dans les années 1970, il n'était pas encore prof. Mais il avait fait un bouquin, que vous pourrez regarder d'ailleurs, qui s'appelait... alors d'abord, il avait fait avec Bernstein un bouquin qui s'appelait Le fascisme italien. Si vous le lisez, la première édition de 1970, je ne sais pas s'ils l'ont retapé depuis, mais vous serez très surpris que Serge Bernstein ait écrit des choses pareilles, et même Milza, puisqu'il y expliquait que finalement, voilà, c'était une réaction du grand capital devant la crise, devant les difficultés économiques de l'après-guerre, etc. Et puis, après, ben, ma foi, l'évolution de l'historiographie française a fait que il a changé d'avis. Il avait fait en 1973 avec une historienne qui n'a pas beaucoup travaillé, un bouquin qui s'appelait « Le fascisme au XXe siècle ». Et puis en 1985, je vous le recommande. Je vous le recommande surtout aujourd'hui, où on nous rebat les oreilles avec le populisme, parce que c'est quand même plus commode que de parler de fascisme, mot tabou, puis particulièrement tabou en France, grâce à Sciences Po d'ailleurs aussi. Et donc, en 1985, il fait un ouvrage paru dans une grande collection de l'Imprimerie nationale qui s'appelle « Les fascismes », dans lequel, en conclusion, il dit que le fascisme n'est plus possible. Les historiens devraient toujours se garder de faire des prévisions trop catégoriques. Et surtout, dans laquelle il dit, bah non, le fascisme, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas la stratégie de poigne nécessaire au capital pour écrabouiller les revenus non monopolistes, c'est pas ça. Et voilà, je vais quand même vous le lire, au cas où vous n'auriez pas le livre. Alors, c'est page 134-135 des fascismes. Regardez comme c'est beau. C'est une amende honorable, publique, c'est trop beau. Alors, dites-vous bien d'ailleurs que c'est quand même une des clés des ascensions de carrière
depuis les années 80. Regardez comme c'est beau. Dans la première version de ce livre, paru en 1973, c'était la version avec sa collaboratrice, j'ai employé la formule grand capital pour désigner cette fraction du corps social assimilable à la haute bourgeoisie et jugée globalement favorable au fascisme, suivant une tendance à la réification des concepts. Je vous renvoie à vos connaissances philosophiques. C'est presque, vous voyez, c'est vrai que Marx a usé du concept de réification, mais vous allez voir, là, c'est pas pour aller dans ce sens. Suivant une tendance à la réification des concepts très répandue à l'époque et tributaire d'une vision marxiste de l'histoire, d'ailleurs réduite à un schéma très simplifié et simplificateur. C'est beau comme l'antique. Vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est de 85, pour vous dire que quand même... ces découvertes miraculeuses ne datent pas de la période tout à fait récente. C'est un point sur lequel, sans renier l'interprétation d'ensemble, on respire, je me sens aujourd'hui en désaccord avec moi-même. Admettant bien volontiers que le soutien des grands intérêts privés au fascisme a été limité à certains secteurs. Ah bon? Lisez le fascisme italien. Et ne répond pas à un projet conscient et unanime visant à instaurer durablement la dictature du capital. Oh. Vous voyez? Bon, alors évidemment, tout ceci pour vous dire que c'est tout à fait typique de notre historiographie dominante et médiatique. On en a eu un exemple d'ailleurs récemment à un débat de RT auquel j'ai participé avec Monsieur Birnbaum, qui m'a expliqué que mon marxisme réducteur était tout à fait ridicule. Est-ce que oui ou non, il y a un État qui sert plus les uns que les autres? C'est absolument incontestable. Pourquoi est-ce que la question n'est jamais posée? Parce que, précisément, on ne donne pas une vision honnête, je dirais, tout simplement objective, des rapports entre ceux qui possèdent les biens, ceux qui possèdent les capitaux, ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas. Quant à ce qui a été... Je voudrais juste une réaction de Pierre Birnbaum. Ce discours très convenu et très classique et d'un marxisme tellement éloigné, tellement ridicule, je n'y répondrai pas trop. Simplement, je pense que... C'est dommage, nous pourrions évoquer quelques inspecteurs des finances, si vous le souhaitez. C'est évident. Nous pourrons le faire en un autre lieu. Vous savez, du mal, il y en a partout. C'est peut-être ça n'est pas pour autant que... C'est peut-être marxiste, mais c'est factuel. Écoutez, vous êtes parfaitement libre de suivre le type de théorie auquel vous interprétez toujours. Ça ne relève pas de théorie, ça relève des faits. Je pense que là, nous sommes au cœur tout de même de notre problème aujourd'hui, c'est-à-dire du vocabulaire qui est utilisé. Votre vocabulaire en permanence, de même que le vôtre, malheureusement, c'est toujours minorité, masse, foule, vous voyez. Or, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, et n'interprétez pas mal ce que je suis en train de vous dire. Et si vous m'avez lu, je pense que vous comprendrez exactement ce que je signifie. Il est triste, à mon sens, que ce vocabulaire démagogique de réduction des réalités politiques soit partagé à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Si vous regardez ce vocabulaire, par exemple, du dégagisme, Marine Le Pen le fait sien en permanence. Elle dit elle-même dégagez, dégagez. Vous avez vu, elle reprend ce discours. L'oligarchie. Macron ne dit pas autre chose. Elle reprend. Le nouveau monde était dégagé. Oui, enfin, pas dans le même sens. Je pense qu'il y a malheureusement un vocabulaire commun, une négation de la réalité politique de la société française, et l'État en France, heureusement d'ailleurs, jusqu'à présent, n'est en rien réductible aux vieilles théories du capitalisme monopoliste de l'État. C'est votre jugement, ce n'est pas le mien. Oui, voilà, et vos archives, j'en dispose d'autres. Je suis un spécialiste de l'administration française et de l'État, donc je peux autant avoir de dignité à vous répondre que vous, madame. Et je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental pour comprendre le populisme, c'est-à-dire la négation de l'autonomie du politique et presque de l'indépendance du politique, qui est particulièrement forte dans la société française, où l'État s'est construit comme effectivement un bastion
impénétrable aux intérêts économiques très longtemps, Attendez, je même vais si répondre. parfois il est tombé, malheureusement, dans des crises économiques, dans des formes de corruption, il est tombé dans des formes de corruption qui sont parfaitement inacceptables. Ah, a-t-il dit, mais il y a peut-être, oui, il y a peut-être des liens entre l'État et le grand capital. Peut-être, en effet. C'est une hypothèse audacieuse. Mais, par bonheur, elle ne fait pas partie de l'agenda, comme on dit, dans cette ère de triomphe du franglais. Elle ne fait pas partie de l'agenda de Sciences Po. Et sachez, mais vous le savez peut-être, parce que vous connaissez peut-être les derniers ouvrages de Milza, que ces biographies suivantes ont gommé alors tout ce qui restait de cette mauvaise période de sa réification des concepts. Lisez par exemple sa biographie de Mussolini en 1999, qui lui a valu un succès médiatique absolument énorme. Hein. Il n'est plus question du tout de lien entre le fascisme mussolinien et le patronat. Bon, alors, même chose ailleurs. Ah, alors, il y a la révolution préventive, vous pensez, dans une Italie où le mouvement ouvrier était strictement impuissant depuis 1920, à l'occasion d'échecs de grève qui mériteraient évidemment grande discussion. Et puis, dans le cas français, vous me direz le cas français, du fascisme dans le cas français, ben oui, ma foi. Notre grand patronat trouvait que ce pourrait être une excellente formule dès le début des années 1920. Et il s'y est employé avec une grande énergie, à partir de 1922 et plus encore de 1924, sans qu'on ait perçu le moindre péril de révolution, puisque, ma foi, après l'arrêt des grèves par le syndicalisme compréhensif, la CGT des Confédérés de jour. Depuis la scission de la SFIO en 1920, entre ceux qui souhaitent adhérer à la Troisième Internationale acceptant les 21 conditions de Lénine et ceux qui s'y opposent, le mouvement ouvrier et syndical se partage entre réformistes SFIO et communistes révolutionnaires PCF. À la suite de l'exclusion de la Fédération des cheminots, les révolutionnaires quittent la CGT et créent la Confédération Générale du Travail unitaire, CGT-U, proche du Parti communiste français. Lors de l'alliance du PCF avec la SFIO, en un front populaire, la CGT et la CGT-U se réunifient en 1936 au Congrès de Toulouse. On désigne alors les ex-CGT-U comme anciens unitaires, tandis que les membres de la CGT, maintenus par Jouot, sont les confédérés. Jusqu'en 1939, puis de 1944 à 1947, c'est ce critère qui différencie les deux tendances principales de la CGT. Pour laquelle, ou pour lequel, si c'est Jouot, une grève c'était toujours trop tôt ou trop tard. C'est comme d'ailleurs l'analyse de l'état des immeubles à Marseille. Il est trop tôt pour en parler, la prochaine fois il sera trop tard. Donc, en France, il n'y avait plus de risque de débordement, je n'allais pas dire révolutionnaire, mais même d'agitation ouvrière depuis que la CGT, en rapport étroit avec l'État et le grand capital, mais oui, regardez comment a été organisé l'échec des grèves des cheminots en 1920, la France ne connaissait plus aucun péril. Je vais vous donner d'ailleurs à propos des cheminots un exemple qui est très frappant. Il faut savoir que l'échec des cheminots en 1920 a été tellement cuisant qu'il n'y a pas de grève des cheminots en 1936. Et que les confédérés de la CGT, qui étaient menacés, mais alors de très très près, hein, de perdre la maîtrise de la direction de la maîtrise du syndicat en 1919-1920, ont, grâce à cette organisation de l'échec de 1920, assuré leur tutelle pour un petit moment. Alors me direz-vous, et l'Allemagne?
Ah, parce qu'alors là, ah ben, nous revoilà encore avec Sciences Po, puisque Vinocq, il y a quelque temps, j'avais entendu, j'ai dû lire un article où j'avais entendu à la radio, nous avait expliqué que finalement, alors c'est drôle d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de fascisme en France. Vichy n'est pas un fascisme d'ailleurs, pas du tout, pas du tout. Vichy n'est pas fasciste, mais quand même, Vichy a été un petit peu délicat pour la classe ouvrière. Alors, Vinocq nous avait expliqué que finalement, si la classe ouvrière française avait eu bien des ennuis à partir de 1940, bon, c'est pas le fascisme, vous voyez, elle a eu des ennuis quand même, c'est parce qu'elle en avait trop demandé en 1936. Vous voyez, il ne faut pas être trop gourmand. Il ne faut pas être trop gourmand. Alors ça, c'est pas la contre-révolution préventive, c'est voilà le coup de bâton qui tombe quand on est trop exigeant. Oui, je vous signale que c'est quand même le thème de Vichy. Il serait horrifié parce que mes collègues, alors, si on parle de leur proximité idéologique avec Vichy, bien que Vichy ne soit pas fasciste, c'est terrible. Hein. Quand même Vichy est antisémite, ça se fait pas, voilà. Voilà. Nous avons encore ce butoir, mais quand il tombera, je ne sais pas ce qui restera. Mais non, là, avec tous ces vichistes résistants, oui, oh bah oui. Il n'y a plus vraiment de frontières. Non, mais non, c'est comme chacun sait. Quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Oui, c'est l'extrême droite, comme a écrit Epstein, ils sont tous précipités comme la pauvreté sur le monde. Il n'y a pas une source, il n'a jamais regardé un dossier. D'ailleurs, il n'est même pas historien. Enfin, on peut ne pas être historien et être très bon. Mais là, c'est même pas le cas. Epstein qui nous a expliqué que c'était l'extrême droite qui avait été résistante et que c'était la gauche qui avait été collabo et antisémite. Bien, ça dépend quelle gauche, remarquez. Et donc, en Allemagne, une contre-révolution préventive? Non. Hein? C'est au fond la partie de la classe ouvrière mondiale, européenne et mondiale qui a connu l'expérience de fascisme la plus violente, qui se trouvait dans la situation, je dirais, la moins révolutionnaire. Hein. Mais alors, de très loin. Hein. C'est-à-dire, au contraire, confrontée à une classe ouvrière qui avait été conquise à l'idée que le moindre mal, c'était par exemple de voter Hindenburg contre Hitler. Sans parler évidemment de la renonciation à toute capacité à se défendre et à toute combativité sociale. Alors à cet égard, je l'évoquais hier, mais compte tenu de ce que j'ai dit ce soir sur le fascisme, ça s'impose encore plus, lisez, pour balayer tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui sur le populisme, lisez ce rapport de Dimitrov au 7e congrès de l'Internationale qui explique ce que c'est que le fascisme pour la classe ouvrière et que je sache pas une classe ouvrière à l'offensive. Ça s'appelle, le rapport s'appelle l'offensive du fascisme et les tâches de l'Internationale communiste dans la lutte pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme. C'était toujours des titres un peu longs. Et regardez tout, mais notamment le fascisme et la classe ouvrière, pour mesurer ce qu'est une analyse pertinente du fascisme et à quel point cette analyse pertinente est éclairante sur la stratégie du choc de la période actuelle. Donc fascisme d'un côté, qui triomphe évidemment dans le cas allemand et qui fait d'ailleurs que pour le capital français, qui rêve de fascisme depuis les années 1920, le modèle remarquable mussolinien est un peu éclipsé par le modèle encore plus remarquable allemand. Alors vous me direz, bah oui, mais là c'est la crise, tout ça. Parlons un peu de cette crise générale, que je ne vais pas traiter ici du point de vue économique, mais qui montre à quel point l'analyse de Lénine sur les conditions de la suraccumulation du capital avant 1914 était pertinente et comment le règlement interimpérialiste n'avait que très partiellement réglé la question de la crise de 1873, parce que, rappelons-nous, hein, on a connu une crise capitaliste très longue,
la première, hein, c'est-à-dire celle de 1873. Bon, c'est vrai, on l'a dépassée, nous, maintenant. Hein, mais on a eu un exemple, et il est sûr que la destruction du capital productif et humain n'a pas été, du point de vue du capital, suffisante pour permettre un règlement de quelques décennies. Hein. Ça a duré moins que ça, comme vous le savez. Et donc, on a marché vers la guerre, dans des conditions tout à fait particulières et qui méritent particulier examen aujourd'hui, tant la politique d'apaisement des années 30 ressemble à la politique conduite depuis le deuxième après-guerre, c'est-à-dire comment les pays impérialistes vainqueurs, qui semblaient vouloir tordre le cou au rival impérialiste allemand, finalement l'ont laissé faire comme ils voulaient. Alors, dès les années 1920, il faut bien insister là-dessus, dès les années 1920, des dirigeants politiques lucides, impuissants, je dois dire, même Poincaré, l'homme du comité des forges, vous savez, celui d'avant Schuman, parce que le comité des forges, il a des héros. Il adore Raymond Poincaré, il adore, comme vous le savez, Schuman, son grand homme, et Poincaré a toujours servi, comme Schuman après lui, la politique du comité des forges, qu'elle soit un peu sévère à l'égard du rival allemand ou plus sévère du tout. Et puis quand il avait une petite latence, un petit trou dans son emploi du temps ministériel, qu'il n'était plus premier président du Conseil ou ministre des Affaires étrangères, alors il parlait un peu, c'était très intéressant, par exemple en 1925, quand il avait fait un article paru en Espagne, qui s'appelait « À l'ombre des orangers », et où il expliquait ce que c'était que le traité de Locarno. Un bonheur. Je dois le citer dans le choix de la défaite. C'est-à-dire, oui, oui, endormez-nous, dites-nous qu'il n'y a plus de canon, vous allez voir ce que vous allez voir. Ces gens, quand ils venaient aux affaires, vous savez, c'est comme aujourd'hui, quand vous avez un Védrine qui vient vous expliquer sur les antennes, le danger qu'il y a à conduire telle politique de dépeçage, de dépouillement, d'attaque du Moyen-Orient, mais dont on n'a pas saisi toute la fermeté lorsqu'il était aux affaires étrangères. Ben, il y en a un qui a particulièrement bien compris, mais jamais rien fait contre, mais quand même, qui est un analyste intéressant, c'est Herriot, qui a bien compris, finalement, que face au deuxième impérialisme dominant, en tout cas sur le continent européen, parce que c'est vrai qu'il y a le japonais, mais moi là je parle des rapports États-Unis-Europe, que en ce qui concernait ce péril-là, il est clair que la France avait besoin de se constituer des alliances de revers. C'est-à-dire, finalement, l'alliance de revers que l'impérialisme français avait contracté avec ce pays, avec ce régime tsariste absolument épouvantable, qui écrabouillait ses populations en général, ses populations minoritaires en particulier, sans parler des Juifs, qui, vous le savez, faisaient l'objet de pogroms réguliers, ne serait-ce que celui d'Odessa en 1903, mais c'était comme ça tout le temps, hein, qui a généré d'ailleurs quelques départs, y compris de personnalités ou de descendants de personnalités connues, ou d'ascendants, pardon, de personnalités connues. Mais vous remarquerez d'ailleurs les merveilles de la propagande. Ça n'avait pas empêché l'alliance de revers avec un régime infiniment plus bouché que n'importe lequel des bouchers récemment dénoncés de la Russie à la Syrie. Mais ça avait marché quand même.
ça avait d'autant plus marché que l'impérialisme français comptait sur la Russie, s'était ménagé en Russie de très gros avantages, etc. Mais ça ne s'est pas fait dans les années 20. Et Herriot a eu des velléités. C'est-à-dire qu'il comprenait bien que son alliance de revers, c'était bon pour la population, pour raconter n'importe quoi, nous sommes protégés, nous avons des alliés à l'Est, mais que le jour où les rivalités conduiraient à une guerre générale, il y avait cet élément plein de bon sens qui consistait à se dire, face aux armées allemandes, il est meilleur pour la santé, pour les frontières de la France, que la moitié des divisions soient de l'autre côté. Oui, c'est plein de bon sens. Eh bien, ce raisonnement, il n'a jamais eu le moindre commencement d'exécution, à commencer par 1924-1925. Il faut savoir que c'est quand la France a conclu avec la Tchécoslovaquie les accords militaires qu'un futur ministre de Pétain, fasciste, consommé, sur lequel mes collègues font des colloques tout à fait plaisants qui s'appellent Joseph Barthélemy. Quand Joseph Barthélemy, en 1938, a dit que les alliances ne valaient même pas le papier sur lequel elles avaient été écrites et l'encre avec laquelle elles avaient été écrites, en fait, ça faisait 14 ans que la France pensait que jamais elle n'honorerait le moindre article de ces accords de défense mutuelle. Bon, j'ai expliqué pourquoi. Mais Herriot, ça le gênait un peu, ça l'embêtait. Ça vous explique, c'est une des raisons, d'ailleurs, il y en a une autre, c'est que quand même le marché russe était bien intéressant, puis les soviétiques étaient très compréhensifs pour le commerce international. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi Herriot avait reconnu l'Union soviétique. Bon. Mais de 1924 jusqu'à jusqu'à sa propre contribution au clou du cercueil, en 1932, au congrès de Lausanne, quand il a abandonné définitivement les réparations, Herriot n'a jamais fait avancer la politique de la France en matière de sécurité. C'est-à-dire que depuis 1900, moi je considère que la défaite de la France, c'est en 1924 qu'elle se scelle. Évidemment, vous me direz qu'entre 1924 et 1939, il en a été fait beaucoup, ma foi. Mais finalement, on a endormi les Français, et rien compris, avec ce thème qui est redevenu très à la mode ces derniers temps, selon lequel, je l'ai lu quand il a été fait allusion très discrètement à Munich, parce que comme vous le savez, Munich, ça ne se célèbre pas, ça ne se commémore pas, on les comprend. Et il a été encore récemment dit, à propos de 1938, pour innocenter les Français et les Anglais, que finalement, bon, ils avaient bien été un peu lâches, mais en même temps, ils avaient fait ça parce qu'ils pensaient détourner l'attention, puis d'Hitler, hein, parce que comme vous le savez, Hitler a fait la guerre tout seul. Il avait fait le réarmement tout seul. Le réarmement n'avait commencé qu'en 1933, et il a tout géré, tout décidé, etc. Bon. Et donc, il s'était dit que, bon, c'est quand même compréhensif, pour protéger leur population, ils avaient voulu orienter l'agressivité allemande vers l'Est et pour préserver l'Ouest. Alors, je rappelle quand même pour mémoire que l'impérialisme allemand, il est comme l'américain, hein. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas de limite, hein. Surtout évidemment avec les crises. Donc jamais les Occidentaux, États-Unis compris, n'ont pensé que l'Ouest s'épargnerait une guerre. Et le grand-père de l'Europe, Stresemann, vous savez, le si brave homme, qui travaillait à l'alliance avec les nazis depuis 23 quand même, hein,
chancelier, puis ministre des Affaires étrangères. Voilà, l'homme rêvé de Locarno, le grand-père de l'Europe, tout ça. Ben, le grand-père de l'Europe, il avait un programme occidental de l'expansion allemande qui valait bien le programme oriental. Et tout ça a duré des années 20 aux années 30. Et pensez donc, on va rendre un petit hommage à Adenauer, le maire de Cologne, cette si puissante ville de Rhénanie-Westphalie, cet Européen de cœur et de toujours, qui était pour l'Anschluss parce que ce serait un Anschluss européen. Bon, naturellement, qui, depuis les années 1920, aussi belliqueux que les autres, avait travaillé à la revanche, et d'ailleurs, mais vous savez que ça a été gommé, tout ça, après l'autre guerre, avait été un de ceux qui avait travaillé le plus activement au grand projet de la droite allemande, des classes dirigeantes allemandes, c'est-à-dire l'union à droite sans exclusive, cette union à droite sans exclusive de 1933 qui a réalisé un projet en route depuis 1918. Donc, disais-je, le constat était tout à fait remarquable et évidemment les pratiques ont été des pratiques que là encore on a attribuées au péril soviétique. Ah, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? On voulait seulement se débarrasser des soviets, et on voulait se débarrasser des soviets simplement parce qu'ils étaient très vilains, mais en réalité, il ne s'agissait pas de ça. Oui, on voulait se débarrasser des soviets, mais pour les piller, comme les fois précédentes, et surtout, on était rendu à la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, finalement, celle des règles de fonctionnement des relations entre impérialisme faible et impérialisme fort. Pendant longtemps, on a dit que c'était le cas italien. Le cas italien, c'est une caricature. Mais la France n'est pas loin du cas italien parce que la nécessité de gérer la priorité des intérêts économiques, pensez aux relations franco-allemandes si prioritaires en matière de marchandises, en matière de commerce, en matière financière, hein, pour préserver un débiteur qui était un énorme débiteur, un débiteur si énorme d'ailleurs que s'il prenait le bouillon, tous ses créanciers prenaient le bouillon, ce qui vous explique évidemment les mesures de 1931 à 1933 et suivantes. Donc, finalement, l'apaisement, c'est une des caractéristiques de ces impérialismes faibles. Peugeot aujourd'hui, Peugeot et l'Iran, c'est la France et la Tchécoslovaquie. Je perds mon marché essentiel, parce que Peugeot a failli en mourir, enfin heureusement il y a le contribuable français, hein. Mais les États-Unis infligent à la France depuis 1945 des défaites successives surtout. Il fallait voir Guillaume, le grand Manitou, Sina, tiens, qui n'existe pas, qui avait eu la responsabilité du pétrole français, hein, du monopole français qui était issu de la grande société de 1924, de la société française des pétroles fondée en 1924 avec le financement français et qui en 1948 disait mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer avec des États-Unis qui nous mangent la laine sur le dos partout. Mais si, continuez quand même, vous voyez. Hein, et ça vous montre bien que les contradictions... Est-ce que ça règle les contradictions? Ben non. Mais je dirais que ça conduit à des constantes
qu'on impute en quelque sorte, vous savez, c'est toujours ça, à des erreurs politiques, à des erreurs idéologiques. Ils n'ont pas compris Hitler, c'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Pas du tout, ils ont très bien compris. C'est même pour ça qu'ils ont tant favorisé Hitler, y compris en France, depuis les années 1920. Et par conséquent, comment les contradictions ne sont pas surmontées. La France a eu la conviction que l'Allemagne voudrait lui tailler des croupières de 1918 à 1939 et elle n'a pas fait la moindre tentative concrète de s'y opposer. Ça fait de Donald Trump une espèce d'hurluberlu qui a changé la politique extérieure américaine? Pas du tout. Ça inscrit le comportement de l'impérialisme dominant dans la continuité. Même chose d'ailleurs sur cette caractéristique de l'abandon de la sécurité qui est la volonté de casser les reins à la Russie. Casser les reins à la Russie, je l'ai dit, parce que personne ne s'était remis de l'espoir de récupérer les parts perdues en Russie, et quelles parts perdues! Même la France a fait, le grand capital français a fait semblant de croire, au moment de l'occupation de la Russie, en 1941, a fait semblant de croire qu'il pourrait récupérer ses possessions fort importantes en Ukraine. Ben non. L'Allemagne les voulait, mais pour elle. Bon, elle a raté, comme vous le savez. Et donc, disais-je, volonté de casser les reins à la Russie, qui évidemment était tout à fait contradictoire avec l'alliance de revers. Et je terminerai là-dessus en rappelant que cette alliance de revers était pourtant la seule garantie de sécurité de la France, sachant que le grand allié états-unien n'allait pas plus intervenir dans cette guerre que dans la première, ou n'allait intervenir militairement dans cette guerre que dans les conditions de la première, c'est-à-dire dans les conditions ultimes, n'est-ce pas, comme on le sait, à partir du moment où l'armée rouge est sortie de ses frontières, et par conséquent avec la pleine conscience que la France sacrifiait tous ses intérêts de sécurité. Je rappellerai une citation tout à fait intéressante, d'autant plus intéressante d'ailleurs qu'elle est prononcée avec une grande hypocrisie par le sous-secrétaire d'État permanent du Foreign Office, un certain Robert Van Sittart, que personne ne connaît, mais qui a joué un rôle très important dans la politique d'apaisement, parce qu'ils ont tous été apaiseurs. Hein. On a tous dit « Oh, mais non, Eden était contre l'apaisement ». Bah oui, à partir de 1938. Les hommes de paix. Hein, bon. Et donc lui, c'était pareil. Alors, évidemment, comme vous le savez, les apaiseurs de l'entre-deux-guerres sont devenus les apaiseurs de l'après-deuxième guerre mondiale et naturellement de l'alliance prioritaire anti-soviétique. Et ça nous inscrit dans la continuité. Donc, ce Van Sittart, ça ne coûte pas cher de faire une phrase que retiendra la postérité, mais qui n'est appuyée sur aucune pratique concrète. Voilà ce qu'il disait en 1939, c'est cité par mon collègue Michael Carley, dans un ouvrage qui a été traduit par l'Université de Montréal, donc en français. Hein. Je n'ai pas noté, je crois que c'est 2001 en français. La version originale, c'est 39, l'alliance qui n'a jamais existé et l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Et je reviens donc à mon Van Sittart. La France n'aurait pas eu la moindre chance de survie en 1914 s'il n'y avait pas eu de front oriental. Ah, qu'est-ce qu'on vous a raconté sur les taxis de la Marne? Vous voyez? Un des exemples de cette intoxication qui tisse notre non-connaissance de l'histoire contemporaine et qui, c'est évidemment dans le passage d'une guerre à l'autre l'aspect le plus intéressant et qui passe son temps à gommer la réalité des liens entre
un entre-deux-guerres et un suivant. C'est-à-dire qui tente à expliquer à la population que finalement tout est neuf et que c'est parce qu'il y a une espèce de zozo que, oh, tout d'un coup, les relations internationales sont extrêmement féroces. Qu'on se renseigne sur la politique internationale de Roosevelt dans l'entre-deux-guerres, vous savez, ce saint homme, si anti-nazi, et vous verrez à quel point les relations internationales, la politique du démocrate a ressemblé, elle ressemble toujours furieusement à la politique républicaine. Autrement dit, il faut faire de l'histoire, il faut faire sérieusement de l'histoire, comme je le dis souvent, et il faut, puisque il est impossible aujourd'hui d'avoir cet enseignement minimal diffusé par l'école et l'université, comment cette situation met tous les citoyens en situation de responsabilité pour essayer de faire circuler un petit peu de réalité historique sur le fait que l'impérialisme, les caractéristiques de l'impérialisme, c'est-à-dire d'un capitalisme belliqueux par nature même, car la nature du capital, c'est la guerre entre capitaux, et c'est la guerre entre nations. Comment cette situation nous a conduit d'une guerre générale à l'autre de 1918 à 1939, et comment la catastrophique situation actuelle est éclairée par cet avant 14, cet après 18, et par les règles du fonctionnement de l'impérialisme, plus que par les caprices d'une espèce d'hurluberlu représentatif, même si c'est d'une catégorie de capital moins, j'allais dire, moins cultivée que la catégorie habituelle. Comment tout ceci ne dépend pas d'un grand patron américain qui est après tout conforme à ses prédécesseurs, avec moins d'élégance, ou alors, dirons-nous, qui dit tout haut ce que, en général, ils disent tout bas, mais qu'on trouve évidemment dans les archives, et notamment dans les archives diplomatiques et militaires. Bravo.